Mesdames et messieurs, bonjour. C'est donc ici, en Haute-Saône, que j'ai choisi de vous parler d'un des thèmes principaux de ma campagne, et je le crois de la présidentielle. C'est le thème de l'aménagement du territoire. C'est un sujet qui apparaît de prime abord technique et même, disons-le, techno, et donc souvent peu engageant, mais qui en fait est la quintessence de la politique, et par voie de conséquence d'un projet politique construit. Quelle France voulons-nous ? Quelle France voulons-nous laisser à nos enfants ? On le voit au-delà de cette question, c'est le rôle du politique qui transparaît. Doit-on subir les évolutions vers plus de centralisation ou au contraire les orienter ? Doit-on se contenter de les commenter ou doit-on les canaliser ou même les contraindre si nécessaire ? Pour tout dire, je ne crois pas aux vertus du laisser-aller. Pourquoi ce thème de l'aménagement du territoire et pourquoi ici ? D'abord parce que la fracture territoriale, c'est-à-dire l'abandon de territoires entiers de notre pays, a atteint un paroxysme et qu'il n'est plus aujourd'hui possible ni politiquement, ni économiquement, ni humainement d'éluder la question. La crise des Gilets jaunes, venue des profondeurs du pays, a fait jaillir cette problématique dans le débat politique. Les pouvoirs gestionnaires et non visionnaires, les observateurs germano-pratins, les journalistes mondains, avaient à cette occasion découvert qu'il existait une France des oubliés dont je parlais pourtant depuis de nombreuses années. Et si je voulais me risquer à une formule parlante, une France et une souffrance en deux mots. Pourtant, ce phénomène de Paris et le désert français n'est pas nouveau. Il a un peu changé de nature et l'on doit parler aujourd'hui des métropoles et du désert français. Ce déséquilibre ressort pourtant de toutes les études sociologiques sur la question. Nous avions nous-mêmes fait de la France des oubliés une thématique politique à laquelle, il est vrai, par condescendance, les observateurs hors sol avaient refusé de s'intéresser. Rappelez-vous, il y a 3 ans, presque jour pour jour, en cette première semaine de décembre 2018, le pouvoir devait même faire face à Paris à une situation insurrectionnelle. On a même pu croire durant quelques jours que par sa virulence et sa détermination, cette révolte populaire imprévue pouvait mettre à bas nos institutions. J'avais moi-même lancé, ces jours-là, un appel au calme, au respect des commerçants, et plus globalement, à celui de la République. Le calme est revenu avec des méthodes d'une brutalité qui n'ont pas honoré ceux qui l'ont décidé. Mais à peine sortis de leur frayeur, nos dirigeants ont renoué avec le mépris et l'indifférence. Le président a retrouvé sa superbe et sa morgue. Ces 2 gouvernements se sont piteusement enlisés dans la gestion des affaires courantes. Tous se sont ingéniés à ignorer et même enterrer le problème de la fracture territoriale. Le gilet jaune, celui qu'on revêt lors des situations d'urgence, fut le symbole de ces invisibles qui voulaient être vus. Ils l'ont été dans le monde entier, mais pas par l'Élysée. Dire qu'ils ont été entendus par nos dirigeants, personne ne peut 3 ans après le soutenir. Depuis 3 ans, aucune réponse politique n'a été apportée à la crise des Gilets jaunes, aucune réponse à ce qui était en réalité, pour ceux qui ont su l'entendre, un appel à l'aide, un cri de désespoir et de souffrance du pays. Avec beaucoup d'amertume et d'inquiétude pour l'avenir, ces citoyens qui croyaient à tort dans l'altruisme de nos dirigeants ont repris leur vie, emportant avec eux un indicible sentiment de relégation et d'humiliation supplémentaire. Avec le goût amer que rien ne pourrait changer avec ce pouvoir, ils ont perdu confiance dans la politique et se sont parfois détournés de la participation civique. Ce chantier de la fracture territoriale qu'Emmanuel Macron n'a pas voulu ouvrir par aveuglement idéologique en réalité, par mépris de classe, par la croyance dans une modernité mondialiste et en réalité cannibale, ce sera une des priorités de mon quinquennat. Je veux être la candidate de la lutte contre les fractures françaises, et particulièrement contre la fracture territoriale. Et je serai la présidente des territoires. D'une France qui, par un rééquilibrage volontariste, retrouvera son harmonie et pour chacun le droit de vivre et travailler au pays, d'y vivre dignement et sereinement. Le localisme, cette doctrine politique que nous défendons, nous voulons l'appliquer aussi aux activités humaines que sont la vie familiale, l'école, la formation, l'emploi ou encore les loisirs. Alors, pourquoi ce thème ici, à Vesoul ? Parce que la Haute-Saône est emblématique de cette France que les études classent avec résignation dans la diagonale du vide. Ces départements français en voie de dépeuplement, de paupérisation, ces départements qui voient parallèlement la désertion des services publics. La Haute-Saône n'accueille pas une seule autoroute
Et les pouvoirs publics présentent comme de grandes largesses publiques l'inauguration de petits tronçons de voies rapides. La Haute-Saône ne dispose pas sur son territoire d'une seule gare TGV, comme si les plans ferroviaires avaient sciemment voulu éviter ce beau département. Ici, vous avez un peu les rails TGV à la lisière du département, mais pas les gares. Les nuisances, mais pas les avantages. Des lignes TER poussives, souvent même pas électrifiées d'ailleurs. Bref, des temps de déplacement, même rapprochés, qui se comptent en heures. Tout cela est évidemment parfaitement inadmissible. Or, cette situation est une aberration économique. On le sait, il ne peut pas y avoir de développement économique sans un environnement économique favorable qui commence par des infrastructures de transport ou des réseaux routiers performants. La Bretagne, par exemple, s'est développée à partir du moment où elle a eu ses voies rapides. Mais c'est aussi une injustice insupportable pour votre département et ses habitants. Cette absence d'infrastructures si nécessaire est aggravée par un autre phénomène plus général qu'on appelle la métropolisation et qui n'épargne aucune région française. La métropolisation, c'est-à-dire la vampirisation des énergies, des moyens et des activités par les métropoles. Dijon, au cœur des carrefours autoroutiers et ferrés, est classée parmi les 5 métropoles françaises les plus attrayantes, comprenez pour les territoires voisins, les plus aspirantes. La politique d'aménagement du territoire que nous voulons mettre en œuvre dans le pays porte un nom, nous la nommons démétropolisation. Il s'agit, vous l'avez compris, d'inverser cette évolution urbaine qui aggrave la paupérisation du reste du pays. Depuis des décennies, il y a une politique de la ville, il n'y a pas eu de politique des campagnes. Alors même qu'on savait que la désindustrialisation liée à la mondialisation détruisait les tissus économiques locaux. La démétropolisation que je propose est un concept qui induit une démarche volontariste de l'État qui vise à un rééquilibrage des territoires au profit des villes moyennes, c'est-à-dire les villes qui sont à 1 heure des grandes métropoles, et des campagnes. Nous partons du principe que la réinstallation indispensable des services publics ou des réseaux de transport sur un territoire ne sont envisageables que si elles s'appuient sur des logiques économiques. Il est illusoire de penser maintenir durablement de l'activité si elle doit demeurer subventionnée. On ne peut pas maintenir ou développer une ligne secondaire s'il n'y a pas de passagers. Pas d'école s'il n'y a plus d'élèves. Pas d'université si les jeunes sont partis. On ne peut pas subventionner les commerces de centre-ville alors que le problème vient de l'absence de pouvoir d'achat local. Si nous laissons la main invisible du marché, ou celle métropolosatrice des aménageurs, nous ne nous en sortirons pas. Alors nous croyons qu'il faut engager des logiques vertueuses de réactivation de nos territoires, de nos villes moyennes, comme Vesoul, ou de nos bourgs. Nous croyons que l'État a un rôle de premier plan à jouer, et en cela nous croyons à un État colbertiste, un État stratège. Si nous devions résumer notre méthode par un slogan, il pourrait être la démétropolisation par l'emploi, ou plus largement par l'activité économique et les infrastructures. Les gens quitteront volontiers les métropoles inhumaines si d'autres territoires leur offrent des perspectives professionnelles intéressantes. L'activité économique sera donc le premier objectif de notre politique d'aménagement du territoire. Des dispositifs existent, bien sûr, mais en réalité, ils sont peu lisibles et n'ont pas montré de réelle efficacité. L'État, qui a une mission stratégique, doit reprendre en main l'aménagement du territoire, notamment par des incitations fiscales qui engagent la relocalisation d'activités. Incitations fiscales allant jusqu'à des exonérations importantes, des aides à la relocalisation. Vous vous souvenez, on envisage même de réactiver ce dont certains peut-être se souviennent encore, les PAT, les primes d'aménagement du territoire, parce que c'était redoutablement efficace. Il s'agit de mettre en œuvre, nous l'assumons, une vigoureuse politique de discrimination positive, notamment fiscale en faveur des territoires jusqu'alors oubliés. Si on l'a fait pour les banlieues, la plupart sont des zones franches, pourquoi ne le ferait-on pas pour nos villes moyennes et nos campagnes ? Parallèlement, une grande politique en faveur d'infrastructures doit être mise en œuvre. Des transports ferrés modernes, confortables, rapides, fiables. Un réseau routier performant et notamment des autoroutes dont les péages doivent baisser, mais aussi des dessertes routières gratuites avec des voies rapides ou des nationales modernisées. Une couverture numérique totale
fibre et téléphonie. La revitalisation économique passe par l'installation de pôles d'excellence, qui sont des véritables écosystèmes économiques sectoriels avec ses centres de recherche, ses écoles, ses centres universitaires et ses entreprises spécialisées, tout cela mis en réseau. Des locaux d'activité adaptés doivent être créés, les zones industrielles doivent être rénovées et connectées à des réseaux numériques haut débit et physiquement à des réseaux de transport ou des infrastructures routières performantes. Des aides à la relocalisation doivent être proposées, tout comme un cadre social légal pour ces mouvements d'entreprise, accompagnement juridique et financier, accompagnement du conjoint, etc. Les services publics indispensables doivent y être installés, comme les écoles, comme les installations de santé, les médecins, les hôpitaux, les maisons de santé, ce qui induit, vous l'avez compris, la lutte contre les déserts médicaux. Les activités de loisirs doivent aussi y être aidées pour rendre ces territoires familialement attractifs. Cette politique de réaménagement se conjugue bien évidemment avec la création de circuits courts, notamment par l'installation de filières transformation de produits locaux pour permettre de consommer sur place des denrées du pays. Sans remettre en cause la localisation à Paris des grands ministères régaliens, il conviendra également de lancer une grande réflexion sur la déconcentration, et non pas la décentralisation, la déconcentration d'un certain nombre d'agences publiques ou de services ministériels dont la présence à Paris ne s'impose nullement. En matière de participation au rééquilibrage territorial, l'État doit aussi donner l'exemple. Entendons-nous bien, la démétropolisation est un pivot d'une politique d'aménagement du territoire qui n'oppose pas les territoires ruraux aux villes, mais tend au contraire à trouver une harmonie territoriale. Il vise un triple objectif: rééquilibrer l'attractivité des différents territoires et permettre ainsi à leurs habitants de réaliser leurs projets de vie proches de leurs racines, offrir aux résidents des grandes métropoles la possibilité de les quitter pour s'installer dans les territoires périphériques devenus attirants, alléger la pression démographique dans les agglomérations et améliorer le style de vie de ceux qui veulent y vivre. La démétropolisation, c'est la reconquête de ces grands et beaux espaces souvent vidés de leur substance, de leur vitalité et de leur force vive par des phénomènes que nos élites n'ont pas su ou voulu maîtriser et parfois même ont encouragé. C'est indirectement redéfinir une politique du logement en desserrant la spéculation immobilière dans les grandes villes et en revalorisant le patrimoine immobilier de nos provinces, parfois en sauvant cette richesse patrimoniale de la ruine. Les zones désertées ont certes beaucoup à gagner avec ces dispositifs de redynamisation locale. Pour autant, il serait faux de laisser penser que les villes métropoles pâtiraient de ce rééquilibrage, parce que la décongestion urbaine permettrait dans les villes asphyxiées de retrouver une qualité de vie, pollution, temps et confort de transport, mais aussi pour les habitants du pouvoir d'achat par une décongestion du marché immobilier. Ce projet sur lequel nous travaillons depuis des années avait reçu un accueil mitigé de la part de la presse lorsque nous avons commencé à en présenter les bases. Et puis sont arrivées la crise du Covid et les confinements, le travail à distance et les visios. Les urbains ont redécouvert les joies de la campagne et les ruraux ont vu notamment dans les progrès techniques appliqués la possibilité de répondre à certaines exigences économiques. Aujourd'hui, non seulement nous avons conscience qu'un grand pays comme la France ne peut plus, pour des raisons économiques, humaines et politiques, faire l'économie d'une reprise en main de son aménagement du territoire, mais que cette direction s'inscrit désormais dans un grand mouvement de société qui n'en est, à mon avis, qu'à ses débuts. Nous l'avions anticipé. C'est ce mouvement qu'il ne faut pas seulement constater, mais que j'entends accompagner et même conduire pour redonner à nos beaux départements comme la Haute-Saône leur formidable potentiel. Voilà, mesdames et messieurs, rapidement tracés les grands principes qui seront ceux que nous mettrons en œuvre dans le cadre de ce secteur de l'aménagement du territoire, qui est un secteur absolument fondamental, même s'il est peut-être moins sexy que d'autres, il est pourtant absolument fondamental pour que notre pays retrouve partout un bonheur de vivre, un rééquilibrage économique et le retour de non seulement de l'activité, mais également des services publics qui en sont bien souvent la contrepartie. Je suis bien entendu à ce stade à votre disposition pour répondre à vos questions, moi et mes camarades.
simplement sur ce thème-là de l'aménagement du territoire. Le maire de Vesoul vous a écrit, vous dit non, pas du tout. Le gouvernement n'a pas rien fait. Il y a le plan Action Cœur de Ville qui touche 220 territoires. Il y a des plans pour les petites villes. Pour vous, c'est quoi? C'est insuffisant? C'est pas à la hauteur? Le problème, si vous voulez, c'est que j'ai bien lu l'article du maire de Vesoul dont le titre est « Mon poisson n'est pas pourri ». Mais la réalité, c'est que tout ça, c'est des sparadraps. Ce sont des sparadraps sur des jambes de bois. Pourquoi? Parce que ça manque de vision globale. C'est exactement ce que je vous explique depuis tout à l'heure. C'est-à-dire que faire des actions pour sauver les cœurs de ville, c'est bien, mais si on n'a pas de vision globale qui consiste à recréer de l'activité économique sur un territoire, si on n'est pas capable d'y attirer des entreprises qui elles-mêmes créent des emplois, qui font venir des salariés, qui eux-mêmes ont des familles, qui ont des enfants, qui font réouvrir des écoles, qui permettent à nouveau aux lignes ferroviaires d'avoir des clients, eh bien, ça ne sert strictement à rien. Ce que je veux dire, c'est que je pense qu'il n'y a pas de vision. C'est bien ce que je reproche d'ailleurs, pas seulement à Emmanuel Macron. Je pense qu'il depuis déjà une vingtaine ou une trentaine d'années, on a abandonné l'idée en fait de l'aménagement du territoire. Parce qu'on s'est dit, comme dans beaucoup d'autres domaines, que la loi invisible du marché allait régler tout ça. Bon, la loi invisible du marché, on voit ce qu'elle a fait, c'est une véritable catastrophe. La loi invisible du marché, elle va à ce qui est immédiatement rentable. Elle n'est pas pour créer la rentabilité ou pour créer l'activité économique, elle est là pour se greffer, en fait, sur ce qui est déjà rentable. Donc, la loi invisible du marché, elle a contribué au grossissement des métropoles, à des super métropoles, puis à des super méga métropoles qui en réalité jouent le rôle d'aspirateur de toutes les activités économiques. Donc on se retrouve avec cette diagonale du vide qui a fait l'objet effectivement d'études et avec des territoires qui ne voient pas le bout du chemin et ne voit pas l'espérance de pouvoir renaître en termes d'activité économique. Ça a des conséquences très graves d'ailleurs. Je ne vais pas repartir sur la différence entre la périphérie et les métropoles. Guilly a fait ça beaucoup mieux que moi. Mais il est sûr que ça a des conséquences en termes d'injustice profonde. Je veux dire, typiquement, quelqu'un qui a acheté, a constitué un patrimoine dans la plupart des provinces, alors je parle des campagnes, je ne parle pas évidemment du pourtour, des grandes agglomérations ou bien du littoral, eh bien se retrouve avec un patrimoine dont la valeur ne cesse de se dégrader. Au point que dans certains endroits en France, beaucoup de Français renoncent même à faire des travaux sur leur patrimoine. Parce qu'en réalité, la valeur des travaux est supérieure quasiment à la valeur du bien. Donc on va se retrouver avec une politique comme celle-là, qui va être une politique d'une France en ruine. C'est-à-dire avec des villages entiers dans lesquels il y aura des bâtiments en ruine parce que la baisse de la valeur de ces biens entraîne en quelque sorte leur abandon. Voilà. Alors que dans le même temps, des gens qui se sont constitués un patrimoine dans les grandes villes ont vu la valeur de ce patrimoine multipliée par 10. Les gens qui ont investi sur le littoral ont vu leur résidence multipliée par 3 en valeur. Vous voyez ? Donc, moi, je vous l'ai dit, contre le laisser-faire. Je crois que le rôle de l'État stratège, c'est précisément d'agir sur cet aménagement du territoire pour éviter l'aggravation d'un phénomène qui ne s'arrêtera pas s'il n'y a pas une impulsion politique pour l'inverser. Madame Le Pen, c'est la bougie pour TF1 LCI. Pour rendre un territoire attractif, il faut y investir. Vous parliez tout à l'heure des plans qui avaient été faits pour les banlieues. Comment vous comptez financer ces mesures? Est-ce que vous estimez qu'il faut par exemple rééquilibrer les dépenses entre d'un côté les quartiers populaires et la ruralité? Oui, et évidemment, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, quasiment dans l'intégralité des régions, nous avions proposé lors de la campagne des régionales que pour 1 euro dépensé par la région dans l'urbain, eh bien, il y ait 1 euro pour les campagnes. Ce que je veux dire, c'est que moi, je suis candidate pour être présidente de la République.
mais j'entends impulser une politique. J'entends pas, encore une fois, que les choses non plus tombent de l'État comme consigne un peu obligatoire sur les collectivités territoriales. Moi, je veux faire un travail avec les collectivités territoriales. J'ai aucun mépris, moi, pour les collectivités territoriales. Je m'appelle pas Emmanuel Macron. Je veux dire, qui découvre 5 mois avant l'élection que, oups, il y a des maires, je savais pas, j'avais pas vu. Ah bon, il y a des départements. Non, il faut que les régions, les départements et les communes soient évidemment, rassemblés en vue de cette politique d'aménagement du territoire. Et moi, je compte bien aussi m'appuyer pour eux, car je crois que tout le monde attend ce rééquilibrage du territoire. Et je vous l'ai dit, pas seulement au bénéfice de la ruralité, mais aussi au bénéfice des grandes agglomérations. Parce que les grandes agglomérations sont pour beaucoup invivables. Et puis elles sont inatteignables pour beaucoup de salariés. Tout ça, c'est beaucoup de souffrance, si vous voulez. Je pense que les maires ont quand même conscience de ça. C'est des problèmes écologiques, ce sont des durées de transport qui sont insupportables dans la vie quotidienne des salariés. Parce que quand vous faites vos 8 heures par jour, et qu'en plus vous avez 2 à 3 heures de transport supplémentaires par jour, vous croyez que ça fait des salariés heureux? Évidemment que non. Bon, donc il y a des dysfonctionnements. Les prix de l'immobilier sont tels dans les grandes villes qu'il est évident que beaucoup de gens ne peuvent pas y vivre. Donc, vous voyez que tout le monde a à gagner à cette politique d'aménagement du territoire. Pas seulement la ruralité, pas seulement les villes moyennes, mais aussi ces grandes agglomérations qui sont actuellement totalement asphyxiées. Alors, je vous ai donné un certain nombre de pistes, mais vous verrez que l'ensemble de mon projet vise à cela. Quand je demande la nationalisation des autoroutes, c'est aussi, c'est d'abord pour rendre du pouvoir d'achat aux Français, pour pouvoir baisser le prix du péage, mais c'est aussi pour pouvoir avoir une vision de l'aménagement du territoire. Il n'y a pas de meilleur moyen de réactiver un territoire que de faire une sortie d'autoroute. Ça peut paraître simpliste, mais c'est une réalité. Je veux dire, si on fait une sortie d'autoroute vers un territoire, à l'évidence, eh bien, ce territoire se développe. Mais pour ça, il faut encore une fois avoir une vision d'aménagement. Et cette vision d'aménagement, elle ne peut être poussée que par l'intérêt collectif. Voilà, l'intérêt collectif, l'intérêt supérieur de la France et des Français. Et je suis navré de vous dire que ce n'est pas les sociétés concessionnaires d'autoroutes qui vont penser à l'intérêt supérieur du pays. C'est même pas leur rôle, si je puis. Je veux dire, on peut même pas leur en vouloir. Ça n'est pas leur rôle. C'est le rôle de l'État, c'est le rôle des élus, c'est le rôle des collectivités territoriales. Marine Le Pen, merci. Marie Rentré du service politique de BFM. Il y a une vidéo qui circule beaucoup là depuis quelques heures, c'est une vidéo de Reuters. On peut voir des migrants qui embarquent sur un Zodiac sous les yeux de policiers français. L'inaction des autorités françaises face à la situation, une réaction par rapport à ça? C'est pas à moi qu'il faut poser cette question, c'est probablement à M. Darmanin. Mais je voudrais en quelques mots vous rappeler ce que j'ai rappelé d'ailleurs hier soir sur votre antenne. C'est tout le problème d'un certain nombre de responsables politiques, au premier rang desquels d'ailleurs, il faut bien le dire, M. Bertrand, qui plaide pour la suppression des accords du Touquet et qui a relancé cette idée avec un certain nombre de ses amis depuis le différend qui nous oppose à la Grande-Bretagne sur les licences de pêche. Donc l'idée, ça consiste à dire, mais pourquoi est-ce que nous empêchons ces migrants de rejoindre ces clandestins de rejoindre la Grande-Bretagne? Après tout, s'ils ont envie d'y aller, qu'ils y aillent. Bon. Et au passage, si en plus ça peut servir un peu d'arme migratoire pour embêter les Britanniques, ça nous va bien. Moi, j'ai toujours été fondamentalement opposé à cette position. Fondamentalement. Pourquoi? Parce que les clandestins, ce sont des êtres humains. Et on ne joue pas avec leur vie. Et moi, je savais pertinemment ce qui allait se passer. Je l'ai déjà dénoncé depuis des années. J'ai dit, si vous faites ça, si vous jouez à ça, et si vous supprimez les accords du Touquet, c'est-à-dire si vous empêchez en réalité les clandestins d'embarquer, eh bien, nous aurons des cadavres dans la Manche, comme nous en avons dans la Méditerranée. Et le seul moyen d'éviter ça, c'est de maîtriser la politique précisément migratoire et notamment de l'immigration clandestine. Ces drames étaient prévisibles. Et moi, je m'y suis opposé à chaque fois de toutes mes forces à cette théorie
qui a été développée, encore une fois, par un certain nombre. Je suppose que si les policiers français n'ont pas bougé, c'est parce qu'ils n'en ont pas reçu l'ordre. Voilà, c'est aussi simple que cela. Et je trouve que jouer avec la vie des gens pour résoudre peut-être des problématiques politiques d'État, je le condamne quand c'est en France, de la même manière que je le condamne quand c'est M. Loukachenko qui joue à ça, ou quand c'est M. Erdogan qui joue à ça. C'est comparable? Vous pensez que c'est comparable? Bah, si certains cherchent à utiliser les migrants comme une arme migratoire, c'est-à-dire on va les laisser passer parce que comme ça on va faire plier la Grande-Bretagne. C'est une sorte de chantage, si vous voulez. Si jamais vous ne nous donnez pas les licences de pêche, eh bien on laissera les clandestins aller en Grande-Bretagne. Oui, mais entre la France et la Grande-Bretagne, eh bien il y a la mort possible. Vous voyez? Donc sur le fond, je vois pas une grosse différence dans le chantage qui est fait. Sur le fond, je vois pas une grosse différence. Donc j'y suis opposé par principe, encore une fois, quel que soit le pays qui a cette idée-là en tête. Et voilà, et bon, tout ceci est d'autant plus dramatique que tout ceci était prévisible. Pardon, mais pour qu'on comprenne bien, vous, présidente, qu'est-ce que vous faites des accords du Touquet? Vous demandez au moins à les renégocier, ou vous considérez que c'est à la France aujourd'hui de gérer le problème? Non, mais le principe des accords du Touquet, c'est que justement, c'est pas qu'à la France. Hein, si vous voulez, oui, bien sûr, mais... Non, mais c'est le principe des accords du Touquet. Les accords du Touquet, ça consiste à dire, voilà, on se met à deux, et en réalité, à deux, le pays dont les clandestins veulent quitter les rives et le pays dont les clandestins veulent accéder aux rives pour éviter cette situation. Bon, peut-être faut-il les renégocier, mais si vous voulez, le sujet était psilonesque par rapport à ce qui s'est passé hier. Vous voyez, la vraie solution, en réalité, c'est de couper les pompes aspirantes de l'immigration clandestine. Voilà, c'est les couper. C'est-à-dire que il ne s'agit pas de laisser les clandestins partir de France vers la Grande-Bretagne, il s'agit d'empêcher les clandestins de rentrer en France. C'est ça la vraie politique qu'on devrait mettre en œuvre. Parce que c'est la vraie politique de protection des vies. Parce que tout ça, c'est encore une fois beaucoup d'argent pour les passeurs, pour les gens qui font de la traite d'êtres humains. Et on ferme les yeux sur cette traite d'êtres humains. Elle devrait être évidemment poursuivie et condamnée avec la dernière fermeté, parce qu'on ne joue pas avec la vie des gens. Voilà, c'est clair, on ne fait pas de l'argent sur leur malheur. On ne les utilise pas d'une manière qui s'apparente à une sorte de néo-esclavagisme. On ne fait pas cela. Voilà. Quand on est attaché aux valeurs qui sont les nôtres, aux valeurs humanistes, si je puis me permettre, on ne fait pas cela. Donc il faut faire preuve de fermeté parce que la fermeté empêche ces drames. Et tant qu'on n'aura pas compris que le laxisme est l'hormone de croissance des drames que vivent les migrants, eh bien, on se condamne à assister à ce type de catastrophe. Récemment, 220 travailleurs immigrés d'Italie sont arrivés à Peugeot sur le site de Noidans à Vesoul, remplaçant des intérimaires qui travaillaient là depuis plusieurs mois. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette situation? Ça m'inspire la condamnation morale la plus vive, mais encore une fois, le contexte économique qui a été créé par Emmanuel Macron est celui-là. Je veux dire, c'est celui de la délocalisation, y compris intérieure. Quand on ne peut pas délocaliser, comme on a poussé toute une série d'entreprises à le faire au fil des années, eh bien on fait de la délocalisation sur place. Voilà. Donc on va chercher des étrangers, soit par l'intermédiaire du travail détaché, 600 000 travailleurs détachés tout de même, hein, pardon, c'est quand même pas rien. Hein. C'est évidemment considérable et c'est autant d'ailleurs de pertes de recettes pour notre système de protection sociale, au-delà du fait que ce sont des surcroîts des emplois qui devraient être évidemment pourvus par des Français, ou les phénomènes que l'on connaît, ou les intérimaires, eh bien, parce qu'ils coûtent plus cher que les travailleurs italiens, eh bien, sont remplacés par des travailleurs italiens. Cette politique-là est une politique mortelle pour l'économie française. Je veux dire, mortelle pour la société française. Comprenez bien que
on est là au cœur de la privatisation du profit et de la socialisation du risque. Voilà. Il y a quelques-uns qui bénéficient de ce type de décision et en revanche, l'immense majorité des autres en souffrent. Donc on ne peut pas continuer à assister à ce type de politique. Sur les semaines, les mois de grands débats qui avaient suivi justement ces mouvements et qui étaient censés porter avec les doléances des gens toutes des réformes profondes, pour vous, ont été perdues totalement ? Totalement, mais est-ce que ça n'était pas en réalité le but initial ? Est-ce que le but initial, ça n'était pas de payer les Français qui voyaient leur pouvoir d'achat s'effondrer avec une forme de catharsis en se disant, bon, bah, quand ils auront exprimé leurs doléances, eh bien, ça ira mieux. Ce gouvernement, depuis le début, considère que dire, c'est faire. Il suffit de dire. Et quand on a dit, on a réglé le problème. Oui, mais les Gilets jaunes, ils sont repartis de ces grands débats, en réalité, avec les mêmes problématiques, les mêmes déserts médicaux, la même absence de perspective économique dans leur territoire, le même pouvoir d'achat qui s'effondre, et même pire, puisque aujourd'hui, le niveau des carburants est dans beaucoup d'endroits supérieur à celui qu'il était quand les Gilets jaunes se sont déclenchés. Donc, je veux dire, le bilan d'Emmanuel Macron dans ce domaine est un bilan nul, et même, je dirais, pire. C'est qu'en réalité, il a fait pire que de ne rien faire. Il a baladé les Français. C'est juste une toute petite question. Toute dernière, et ensuite il faut y aller. Pour TF1, juste sur les oubliés. Les oubliés également de la présidentielle. Votre parti évoque l'évaporation civique qui s'accélère ces dernières années. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui ne s'intéressent pas à cette présidentielle, aujourd'hui en tout cas, et qui disent ne pas vouloir s'y intéresser dans les mois qui viennent? Ils sont de plus en plus nombreux. Je leur dis qu'il n'y a pas de fatalité, contrairement à ce qu'on leur a fait croire. Qu'il n'y a pas un mouvement du monde qui ferait qu'ils seraient condamnés de toute façon à l'immigration massive, l'aggravation de l'insécurité, la désertification rurale, la disparition des services publics, l'effondrement de leur pouvoir d'achat, le fait que leurs enfants vivront plus mal qu'eux. Ça n'est pas une fatalité. Voilà. Donc il faut qu'ils prennent conscience qu'ils ont le pouvoir. C'est le peuple français qui est souverain. C'est lui qui a le pouvoir. Encore faut-il qu'il use de ce pouvoir. Et ça n'est pas en se détournant des urnes que la situation va changer, c'est en retournant aux urnes que la situation va changer.